C'est pas là. Donc, donnez Marie, puis ensuite on écoutera donc la lecture de la question. Donc essayez de serrer un peu le plus possible en lien avec le texte. Merci. Je serai bref, je pense. La psychanalyse et la télépathie. Ça, c'est... Il y a deux paragraphes radiophoniques où Lacan va faire référence à la télépathie. Il parle de l'occultation du langage et la figure du mythe qui est la télépathie, et que Freud lui-même se laisse prendre à cet enfant perdu de la pensée, qu'elle se communique sans parole. C'est très intéressant le défi de Freud de quoi faire avec en 1921. 1921, oui. Le texte, Marie va parler de notre texte qui s'appelle Psychanalyse et rêve. C'est là que je parlerai. Rêve et télépathie. Oui. Pardon. Rêve et télépathie. Rêve et télépathie, oui. C'est là que je parle, c'est psychanalyse et télépathie. Ça, c'était pas un titre que Lacan, que Freud a donné. C'est une... il a écrit en 1921. Il n'a pas publié en vie. C'était pas publié en vie. Ce texte apparaît seulement quand The Standard Edition a été produit. Mais avant, il était publié en allemand. C'était un texte discuté dans un contexte un petit peu informel. Absolument. Avec des amis oui, de Freud. C'est ça que je vais montrer exactement. C'est que c'est ce défi qui montre même le texte. C'est pas un texte dans lequel Freud peut présenter une certaine clarté de sa position. Il doute quand même. Et c'était présenté initialement en 1921 avec un groupe où il y avait simplement six personnes, Abraham, Ferenczi, Rank, Jones, et très proches. Les frères. Alors ça veut dire... Et c'est intéressant parce que dans l'édition anglaise fait une correction de l'édition allemande. L'édition allemande apparaît en 1941. C'est le moment qui finalement le texte vient à jour. Et dans lequel il y a dans l'édition allemande, c'est dit que Freud a présenté pour une conférence de la IPA, the International Psychoanalytical Association. Mais ce n'était pas exactement le cas, c'était simplement pour des proches. Ça veut dire que ce sont des choses que Freud parle, duquel il parle avec une certaine inquiétude. Mais c'est un texte intéressant parce que c'est très politique. Alors, il s'inquiète de ces faits occultes. Quoi faire avec et pourquoi cela nous intéresse. Et il va dire que ça se passe, il a une expression de la dévalorisation qui a atteint depuis la catastrophe mondiale de la Grande Guerre tout ce qui subsiste. Pour cela, il a un intérêt dans ces faits occultes. Et aussi parce que c'est une possibilité de retrouver dans un autre domaine supraterrestre ce que la vie sur cette terre a perdu en charme. C'est pas pour lui. Il est très, quand même, sceptique de cela. Il y a une autre chose qui se passe dans ces moments qui c'est très intéressant parce que là, il amène des cas. Mais son intention, c'était d'amener 3 cas. Mais le troisième cas, il arrive sans les cas.
il ne peut pas exactement les raconter simplement en disant. Et cela était publié en 1933 dans les nouvelles conférences, je pense que ça sert à ça, les titres en français, nouvelles conférences de psychanalyse. Et ces 3 cas, qui c'est pas ça qui touche là dans ce texte de psychanalyse et télépathie, ce 3e cas, c'est un cas dans lequel il est plus impliqué. Et je vais revenir sur cela moi-même, parce que là, c'est une chose que j'ai notée plus tard. Il y a certaines implications cliniques, ça me paraît, dans lesquelles Freud avait s'inquiété de ce qu'il faisait, d'une certaine manière. Là qu'il ajoute, il raconte comme ça. Alors, pourquoi c'est un texte politique? Parce que c'est un texte d'une certaine définition du champ de la psychanalyse. Comme il dit qu'il a reçu nombreuses invitations à collaborer que nous sommes adressés pour les occultistes. Est-ce que le psychanalyste peut collaborer avec les occultistes? Et si le cas, comment? C'est ça la question que Freud se pose. Et ça, pour cela, c'est cette groupe fermée qu'il va discuter. Et peut-être une alliance et une communauté de travail entre analystes et occultistes paraître aussi facile à concevoir que riche en perspectives. Mais vite, il va se dégager de cette possibilité en séparant qu'est-ce qui commence la vision du monde des occultistes et de la psychanalyse. Il va séparer cela dans son texte. Mais quand même, il a particulièrement dans les premiers cas, que je ne vais pas le temps de déployer pour vous exactement l'histoire de ce cas, il y a des choses qui l'inquiètent, qu'il ne peut pas exactement expliquer comment ça se passe. Et là, à mon avis, ce qui inquiète Freud, c'est la question de l'effet du langage. C'est ça qu'il n'a pas de réponse. Et cet effet de dire plutôt, pas de langage simplement, mais plutôt de la parole, il ne sait pas comment le faire et expliquer comment ça se passe. Et c'est pour cela que d'une certaine manière, il est encore, comme Lacan va dire, il ne démasque pas les rois secrets de la cour des miracles dont il ouvre les nettoyages. Il est tellement ambigu sur cette question, même si, du point de vue scientifique, l'évidence n'est pas là pour lui, c'est qu'il propose simplement qu'on continue à faire des recherches pour savoir comment ça va se passer. Et il a quand même un certain point d'espoir qu'il trouve peut-être que la science, avec la découverte du radium et aussi la théorie de la relativité, sera un peu plus capable d'amener quelque chose là dans ce sens. Oui, je pense que j'arrête là. Oui. Ah bon? Oui. Tu veux un peu plus? Tu nous dis pas quelle est la thèse de Freud? La thèse. Quelle est la thèse de télépathie? Quelle est la thèse de Freud? Je ne pense pas qu'il a une thèse de Freud. Bah quand même. C'est quoi les 3 cas? Mais les 3 cas, je ne peux pas... les 3 cas, le premier cas, c'est... Les 3 cas, je ne peux pas, avec le temps là, on peut le dire rapidement, que c'est ces 3 cas où des personnes auxquelles on a fait une prédiction, donc il y a eu un effet dans la réalité sans qu'il y ait eu quoi que ce soit qui ait été dit. J'ai lu ça il y a 2 ou 3 mois, mais il me semble que c'est quand même ça. Oui, absolument. Et donc Freud fait appel à la télépathie pour expliquer qu'il y aurait eu communication sans en passer par la parole. C'est quand même pour ça que Lacan parle de cet enfant perdu de la pensée, qu'elle se communiquerait sans parole. Et c'est quand même on vous reviendra quand on lira la question, mais c'est quand même important de le mentionner
que Freud, face à une absence d'explication, donc se raccroche à cet enfant perdu de la pensée. Il n'y démasque pas le roi secret de la cour des miracles dont il ouvre le nettoyage. C'est-à-dire que Freud lui-même recule devant ce qu'on isolera quand on lira la question, mais l'opérativité du signifiant au-delà de l'intention, de la communication. Donc je voulais juste préciser que c'était quand même sa thèse. Face à des phénomènes inexplicables. Oui, ces phénomènes inexplicables, oui. C'est pour cela qu'il n'a pas, il n'avance pas. Il laisse là. C'est un problème, lui, plutôt. Et que finalement, que Freud croit, lui, quand même à la communication. Je crois que les deux, c'est la citation dans la première question, c'est effectivement pour attaquer, pour contester cette notion de communication. La télépathie peut avoir, peut être mise en série après avec toute la discussion sur le compte transfert, parce qu'il y a quelque chose d'un peu télépathique dans le compte transfert. Et je ferme la parenthèse. Oui. Et c'est surtout pour critiquer cette notion de communication, même après que la suite de la phrase touche la linguistique. Telle la linguistique reste collée à la pensée, qu'elle, la pensée, se communique avec la parole. Voilà. Oui. C'est le même miracle invoqué à faire qu'on télépathise du membois dont on pactise, pourquoi pas le dialogue dont vous appâtent les faux jetons, voir les contrats sociaux qu'ils en attendent. C'est ça. Donc oui. Là, on voit en effet. Je peux ajouter une question, un point là, sur la question, un peu cette thèse très vague de lui, qui dit on devait reconnaître à cet exemple, c'est un cas, aussi une force démonstrative vraiment contraignante quant à la possibilité du transfert d'un intense désir inconscient et des pensées et connaissances qui en dépendent. Disons qu'on a vraiment une intervention politique de Lacan. Là, on vous fait croire au dialogue, à la communication, et l'affect est là, bon pied, bon oeil pour sceller ses effusions. Il suffit d'un peu d'affect et on fait tout passer, quoi. Oui. Et qui c'est quand même la question qui Freud commençait, hein, la question de la transfert des pensées, ou l'induction des pensées, qu'il est là dans les esquisses. Il se pose la question, comment c'est possible que la pensée passe, fait quelque chose. Donc croire à la pensée, c'est rester aveugle à la structure. Mm-hmm. Et donc c'est là où les linguistes ne vont pas assez loin. À la pensée, on croire à la telle la linguistique reste collée à la pensée, qu'elle, la pensée, se communique avec la parole. Mm-hmm. Donc ça, c'est-à-dire c'est pour Lacan le point de butée avec Benveniste que j'ai déjà évoqué, que Benveniste recule devant se confronter à l'autonomie du système langagé. Il va encore croire qu'il est possible qu'il y en ait un sujet, en fait. Alors que là, on avance vraiment vers une conception bien plus radicale du sujet par Lacan, avec la radicalisation de la proposition. Un sujet, un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet du langage, c'est l'hypokéménon du langage, ce qui est supposé au langage. Il n'y a pas du tout intentionnalité, communication, etc. Moi, j'adore ce que dit Lacan dans, je crois que c'est Je parle au mur ou un autre, quand il dit, ou petit discours au psychiatre, quand il dit on croit encore à la communication, il suffit qu'un couple se parle pour se rendre compte qu'il valait mieux pas se parler, quoi. C'est une manière drôle de dire la même chose. Et ça continue sur cette phrase magnifique: tout homme qui ne sait ce que c'est est mortel, rassemblons-nous sur cette égalité communicable entre toutes. C'est la page 405. Oui. Là, il faudrait aussi qu'on ait un peu les mêmes textes. Hein. Moi, j'ai pris le texte que... Ouais, on peut quand même investir dans les autres écrits. J'ai encouragé à investir dans les autres écrits, mais j'avais envoyé le texte pour ceux qui n'avaient pas les autres écrits. Mais la référence, c'est celle-là. D'accord, mais je l'ai, mais je ne l'ai pas fait. Je pointe l'importance politique parce que là, tout homme qui ne sait ce que c'est, ça finit par car il en ressortirait aussi bien que la mort s'administre comme le reste.
et par et pour les hommes, mais sans qu'ils soient du... Enfin bon, après ça continue sur le texte de Freud, mais c'est quand même, ça pointe la gestion du vivant et l'administration de la mort et les conséquences néfastes de s'aveugler quant au réel, il me semble. Voilà. Je prends ça pour... C'est une communication. Cette télépathie, comme dit Lacan, qui véhicule une télégraphie. Hein? C'est l'action pure du signifiant. Oui, dont les sujets, dès lors, ne cessent pas d'embarrasser. Je trouve quand même intéressant de savoir que tout ce qui est discuté là a comme brique, comme pierre, comme socle, ce qui dit juste à la page 404, où il nomme la chose. C'est pas dans la question 2, comme déjà là, il pose déjà ça comme étant finalement le socle qui est mis complètement justement à l'écart. Puis après, on parle de télépathie, de communication, on croit à la linguistique, etc. Mais la chose, c'est juste posé là très, très sobrement, mais c'est quand même central. C'est-à-dire, en effet, on fait tout pour ne pas voir, pour pas voir la chose. Ce qui nous agit. Exact. Y compris croire à la télépathie, à cet enfant perdu de la pensée, etc. Merci, Denis. C'est celui qui parle aussi de télépathie. C'est ça. Oui. C'est le même miracle invoqué à faire qu'on télépathise une même voix dont on pactise. Oui, c'est ça. Bon, on est quand même à l'époque où des négociations politiques entre les révolutionnaires et les gouvernants français. Faire croire aux étudiants qu'il y aura un dialogue, qu'il y aura de la communication, que leurs revendications sera entendue, c'est s'aveugler sur la matrice des discours en marche. C'est pas voir ce qui est vraiment en marche. Donc, tout à fait aujourd'hui appliquer ça à notre contemporanéité où on est quand même dans la matrice discursive de la guerre sanitaire et donc voilà, comme nous disait une amie, le XXe siècle a commencé avec la Première Guerre mondiale, le XXIe avec la guerre sanitaire. On entre vraiment dans une nouvelle ère de la gestion du vivant et croire à la communication, au sens commun, etc. C'est s'aveugler sur la logique du discours en marche. Là, je pense que Lacan est vraiment en train de nous dire réveillez-vous sur les discours en marche. C'est pas parce qu'on va vous accorder, après quand il le dit, l'unité de l'obscurantisme, c'est vraiment à la page 404 là. C'est ce dont nous avons besoin contre l'unité d'obscurantisme qui déjà se soude aux fins de prévenir la chose. L'unité d'obscurantisme, évidemment, c'est une moquerie de l'unité de valeur que la réforme du système universitaire accordée aux étudiants de 68, où les modules sont renommés en UV, unité de valeur. Et donc Lacan la renomme unité de l'obscurantisme, l'obscurantisme étant un terme prélevé justement dans le texte Psychanalyse et télépathie. Et donc Lacan est là pour nous prévenir ce dialogue posé sur l'idée de la communication produit cette unité de l'obscurantisme qui se soude aux fins de prévenir la chose, c'est-à-dire aux fins de refermer ce qui s'était ouvert d'une question de la vérité. C'est-à-dire on referme la chose et la machine continue à tourner et voilà, c'est pour ça qu'on télépathise du même mois dont on pactise. En effet, Violaine, tu fais bien de souligner ce pactiser, puisque pactiser, c'est quand même pactiser avec l'ennemi, pactiser avec le diable, c'est quand même compromettre sur l'essentiel. Donc le dialogue, les faux jetons, les contrats sociaux, et tout y passe, quoi. En marche, confinement. Oui, ben exactement. Donc nous, on a aussi à faire de ce texte une leçon de politique actuelle, c'est-à-dire ne pas être aveugle à la logique des discours en marche et rester alerte sur ce point. Dans ce que tu cites, entendez peut-être la logique des discours, c'est le moment où Lacan fait aussi son séminaire sur les quatre discours, et c'est de la circulation entre les discours qui compte. C'est pas qu'il y a un discours qui donnerait la vérité ou qui serait pour la communication, mais qu'on passe toujours d'un discours à l'autre, hein, je veux dire. C'est aussi un point de convergence avec Foucault qui disait finalement la révolution marxiste, on ne change pas le discours, on change les personnes qui occupent les places dans les discours. Exactement. Donc, ça n'a absolument strictement aucun intérêt. Ce qui est important, c'est donc le quart de tour que Lacan amène. Foucault amène d'autres solutions, mais c'est vraiment ce même constat que c'est la structure elle-même qui doit être impactée et pas le contenu de ce qui est dit. C'est pas ce qui est communiqué. C'est pas de là que viendra on verra sur la révolution et tout ça dans les questions qui suivent. Peut-être on écoute Marie.
Donc, moi, je vais vous présenter l'article Rêve et télépathie. Donc, dans cet article, et donc il vient dans la suite de ce qui est l'année suivante de cette réunion que tu as présentée, Don. Donc, dans cet article, on ressent une fascination mêlée d'un peu de dégoût pour cette question auprès de Freud. Il essaie de démêler le rêve en tant que tel des manifestations télépathiques en prenant l'exemple du rêve prophétique adressé par des connaissances. Par exemple, un père de famille rêve que sa femme accouche de jumeaux au moment exact où sa propre fille met au monde des jumeaux. Donc on sent Freud tiraillé par la question, au point même qu'il refuse de prendre sa part de responsabilité dans le débat en disant que, à partir de ma conférence, vous n'apprendrez rien sur l'énigme de la télépathie et vous n'obtiendrez pas même d'informations sur cette question, crois-je ou non à l'existence d'une télépathie. Voici néanmoins son point de vue officiel sur la question. Donc, d'abord, il précise que la psychanalyse est une théorie du chiffrage-déchiffrage des tendances inconscientes et la télépathie n'appartient pas à ce domaine. Très clair là-dessus. Deuxième point, la télépathie, si elle existe, possibilité que Freud ne veut nullement exclure, n'appartient pas non plus à un champ plus large que celui de la psychanalyse et ne justifie donc aucun élargissement supplémentaire de la théorie. Pour Freud, le phénomène télépathique est d'abord, dans un certain sens, au moins quelque chose de non analytique qui cependant peut le devenir comme un reste diurne matériel d'une élaboration inconsciente. Dans ces cas, le phénomène télépathique en tant que non interprétable, donc ça il insiste bien que c'est non interprétable, entre dans le travail du rêve qui lui appartient au champ analytique au sens strict. C'est-à-dire que le phénomène télépathique ne suit pas le travail de condensation et de déplacement propre au rêve, et à ce titre, il est à prendre comme tel et non sur un versant métaphorique, donc il n'y a pas de déformation. Ainsi, des rêves purement télépathiques, écrit Freud, ne sont pas des rêves car ils proviennent de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Donc il y a la question de l'inconscient qui est sous-jacente. Donc dans cette idée, la télépathie se distingue par le fait qu'elle n'appartient pas à l'inconscient et doit donc être considérée comme étant de l'ordre de la communication. C'est la référence à ce qu'écrit Lacan dans la première question. Le miracle, c'est bien le cas de le dire, quand tout remonte à celui-ci, premier à s'opérer, de ce que l'on télépathise du même bois dont on pactise, contrat social en somme, effusion communicative, les promesses du dialogue, quoi. Voilà, moi je fais assez court. Merci Marie. Merci. Et donc, on passe à la lecture de la question. C'est Dominique qui s'est porté volontaire pour remplacer Vincent, c'est ça ? C'est ça. Vous avez séparé les trois parties au niveau de l'enregistrement. En fait, comme il est 11h20, Ah, tu veux que je fasse une... Ah, je sais pas. Tu veux un autre... On peut démarrer. Pareil, et puis on recommence.